Chères consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, je salue encore une fois ceux qui ont bravé la chaleur et qui sont venus aujourd'hui à l'Académie. Je salue ceux qui n'ont pas démérité mais qui nous suivent par visioconférence. Et je salue en particulier Monsieur le conseiller du président de la République, Monsieur le préfet Olivier Jacob, qui nous fait l'honneur d'assister à cette séance consacrée à la conclusion du cycle des Outre-mer que l'Académie a consacré depuis 1 an dans le cadre de ces Jeudis de la Pérouse, précisément aux Outre-mer français. Monsieur le conseiller du président de la République, Monsieur le préfet, au nom de tous les membres de l'Académie des sciences d'Outre-mer, je veux vous remercier d'avoir accepté de participer à la séance de clôture du cycle de conférences organisé dans le cadre de nos Jeudis de la Pérouse, consacré cette année à l'initiative et sous l'impulsion de notre consoeur Christine Dessouches aux Outre-mer français. Je ne citerai, Monsieur le conseiller, que le titre de nos conférences. Les Outre-mer français, gestion et enjeux de l'éloignement et de la distance. La mission pour la reconstruction et le développement de Mayotte, 2026-2031, un premier bilan. La génération d'avenir des départements et des régions d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer. Entre identité locale, héritages coloniaux, intégration régionale et globale. Les ultramarins français et le 6e dôme en France. Très original. Poussière de l'Empire ou pépite stratégique, réalité et défense des intérêts de la France dans ces Outre-mer. Les terres australes antarctiques françaises, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna. Quel avenir pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane? Aspect de l'insularité. Et hier après-midi, une conférence passionnante, les défis sanitaires des Outre-mer français. Ayant eu le privilège, Monsieur le Préfet, d'assister à toutes ces conférences, je peux témoigner de leur très haute tenue et du profond engagement personnel de chacun des intervenants au fil des mois. L'ensemble des communications produites au cours de ce cycle des Outre-mer a vocation à être publiées, je l'espère rapidement. L'Académie aura donc accompli le travail scientifique qui correspond à sa mission. Il vous revient, Monsieur le conseiller, à la place éminente qui est la vôtre, de faire le meilleur profit de nos travaux et, nous l'espérons, de les rendre utiles. Soyez persuadés en tout cas que l'Académie des sciences d'outre-mer est par sa nature même au service de ces Outre-mer français et que si elle a su se mobiliser intensément cette année à leur propos, elle n'aspire qu'à demeurer un creuset d'échange et de réflexion sur lequel l'autorité de la République peut compter. Je vous remercie. Et je passe la parole à notre secrétaire perpétuel pour les annonces. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Préfet, représentant le Président de la République. Comme il est de tradition, je vais maintenant vous faire le compte-rendu rapide de la séance du 12 juin 2026, avant de donner quelques précisions sur le programme de ce deuxième trimestre de l'année. Compte-rendu de la séance du 12 juin 2026. Séance numéro 6, les Proches et Moyen-Orient, l'Islam et l'Afrique, coordonnée par Marc Ecardy de Saint-Paul, président honoraire, 5e section de l'Académie. Accueil, Olivier de Bernon, président de l'Académie. Lecture du procès-verbal de la séance du 29 mai 2026, Dominique Barjot, secrétaire perpétuel. Hommage à Philippe Lamarck, Dominique Barjot, secrétaire perpétuel. Suite à cet hommage, le secrétaire perpétuel a annoncé son départ de la séance en raison d'un déplacement ayant lieu le jour même.
Communication, Marc Ecarny de Saint-Paul, président honoraire et membre de la 5e section. Exposé du déroulé de la séance, présentation des intervenants et développement autour de les relations entre le Middle East et l'Afrique dans un contexte international incertain. Christian Lochon, membre libre de notre académie, l'islam et l'Afrique subsaharienne. Marc Ecarny de Saint-Paul a présenté ensuite Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qui a ensuite exposé la problématique suivante: en quoi le conflit du Moyen-Orient pourrait-il affecter l'Afrique? Échange avec la salle, installation de Patrick Forestier par le général Dominique Delors, 2e section, sur le siège de Jean-Pierre Soisson, et éloge de ce dernier par Patrick Forestier. La séance commençait à 15h30, s'est achevée à 18h10 et a été suivie d'un cocktail d'installation. Je vous prie maintenant de retenir les événements prochains qui vont occuper cette fin de notre 2e trimestre. Je rappelle que le vendredi 26 juin aura lieu le premier tour des élections des nouveaux membres de l'Académie et qu'à titre exceptionnel, le bureau de vote sera ouvert à 11h puisque la séance commencera à 14h au lieu de 15h et elle portera, je vous le rappelle, sur le thème « Vers le sommet de Phnom Penh, quelle perspective pour la francophonie ?» séance coordonnée par Christine Dessouche, 3e section. Nous aurons ensuite, le vendredi 3 juillet, l'éventuel 2e tour de nos élections. Le bureau ouvrira à midi, comme d'habitude, et nous tiendrons le vendredi 3 juillet après-midi à 15h la dernière séance de ce 2e trimestre, la question de la fin, séance coordonnée par Louis Dominici de la 3e section. Merci de votre attention. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Monsieur le professeur Barre, vous avez la parole. Ah, alors, madame Dessouche. Merci, monsieur le président. Je ne sais pas si c'est un privilège de femme, mais mes deux... Pour l'instant, ça va, merci. Mes co-rapporteurs généraux ont eu l'amabilité de bien vouloir me laisser parler la première. Je ne pense pas que ce soit ça, mais c'était par ordre, j'allais dire, un peu logique. Et je ne voudrais pas m'attarder trop longtemps. Je voudrais simplement, pour à la fois, bien sûr, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le conseiller, vous remercier d'avoir bien voulu répondre grâce au général Facon, qui s'est vraiment entremis. Pardon ? Non, je sais bien qu'il n'est pas là, mais je dis quand même c'est grâce à lui que nous avons vraiment pu, nous bénéficions de la présence de M. Olivier Jacob. Le général s'était depuis le début très entremis dans cette possibilité pour nous de dialoguer avec des autorités françaises sur ces questions tout à fait stratégiques. Et donc je remercie le général Facon et je regrette qu'il ne soit pas là, mais on va lui dire, on en reparlera. Donc merci d'être avec nous et surtout aussi, chers consoeurs, chers confrères, d'être tous là, parce que très rapidement le cycle sur les Outre-mer français a démarré au niveau de sa pensée en avril 2025, mais la première séance s'est tenue en 17 juin 2025, donc ça fait exactement un an. Et Monsieur le Président a rappelé les différentes thématiques qui ont été traitées tout au long de l'année. Je voulais simplement dire que l'idée, c'était que l'Académie des sciences d'outre-mer, paradoxalement, n'avait pas mis le focus depuis longtemps sur les territoires d'outre-mer français, puisque, j'allais dire, son vaste champ d'études, c'est le monde, finalement, l'outre-mer, et que quelque part, nous avons estimé que l'actualité, les exigences, la reconfiguration du monde nous faisait obligation de penser de façon un peu plus approfondie aux questions justement des Outre-mer français. Je dois dire que le secrétaire perpétuel et moi, nous avons lancé cette affaire donc il y a un an, et nous avons été très frappés par la mobilisation qui s'en est suivie immédiate.
Je remercie tous les présidents de section, tous les coordonnateurs qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. C'est un exercice donc collectif, pluridisciplinaire, qui a permis justement tout au long de l'année de défricher des thématiques, et jusqu'à ce matin où nous avons une table ronde qui a permis de croiser les conclusions, les regards, et je dois dire que c'était un moment important que nous voulons vous faire partager à vous tous qui n'avez pas, de façon ou d'une autre, participé directement à l'exercice des ateliers. Avec une expertise importante reconnue, je sais que M. Fred Constant est dans la salle, mais il y a bien d'autres, et excusez-moi, la vue fait que je ne vois pas tous bien, mais je suis persuadé qu'il y a d'autres, des personnalités qui ont accompagné ce cycle pendant toute l'année. Je vous en remercie. Je remercie particulièrement deux de nos présidents qui sont beaucoup investis et qui ont rencontré des difficultés, j'allais dire personnelles, mais qui sont allés jusqu'au bout. La présidente honoraire Jeanne-Marie Amatrose, qui a coordonné la séance sur la santé hier, et le président Jean Dubois de Gaudusson, alors qui, pour des raisons que je viens d'indiquer, n'a pas pu se déplacer, est à Bordeaux. Il fait partie des deux rapporteurs généraux avec le professeur Barthes, l'un étant à Montaigne et l'autre à Montesquieu. Alors c'est pas la guerre entre, j'allais dire, les uns les autres, mais enfin il faut quand même le dire, les Girondins sont là, avec deux fameuses et célèbres universités qui nous mettent tout de suite dans un idéal, j'allais dire, de recherche tout à fait important. Je ne sais pas si le président de Gaudusson est bien en ligne, je ne sais pas s'il est là, parce qu'il est tout à fait indispensable pour que nous puissions justement mener à bien ces travaux. Le président de Gaudusson, vous nous entendez, vous êtes là avec nous, comme on dit. J'espère que vous en... Et merci d'être là. Il vient d'arriver. Très bien, merci beaucoup. Donc, tout simplement, je voulais dire qu'aujourd'hui, nous allons vous livrer les éléments, j'allais dire, essentiels d'un rapport général de synthèse provisoire, bien évidemment. Ce matin, grâce aux interventions de chacun des coordonnateurs et des débats qui s'en sont suivis avec les deux experts, M. Odona et M. Fred Constant, qui nous ont accompagnés, nous avons pu justement conforter encore les idées forces que la Somme entend mettre en avant, et peut-être aussi un certain nombre de perspectives qui sont adressées, j'allais dire, à tous les acteurs et également pour nous-mêmes, et tout le monde vous le dira, monsieur le conseiller, puisque vous avez bien voulu, après ce rapport de synthèse rapide, vous-même intervenir et avoir ce dialogue avec la salle. Je pense que le secrétaire perpétuel vous le dira, le président, tous, nous sommes, la Somme vraiment souhaite être une force de proposition, avec laquelle justement vous pourrez, on l'a dit, compter pour les réflexions à venir sur ce sujet stratégique. Donc je ne voudrais pas être plus longue, je voudrais simplement, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, donner la parole donc à notre confrère François Barthes, qui lui va s'occuper de présenter la partie vulnérabilité, puisque les thèmes c'était vulnérabilité, opportunité et perspective. Et quant au professeur président de la 3e section, Jean Dubois de Gaudusson, lui-même aura à traiter des questions des opportunités et des suivis possibles adressés aux uns et aux autres. Je vous remercie beaucoup de votre attention et bonne séance à tous. Merci. Monsieur le préfet, chers consoeurs, chers confrères, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, c'est donc un jour important pour la vie de notre compagnie, puisque les Outre-mer français, comme ça a déjà été dit, n'ont pas été au programme de nos activités, au programme central de nos activités pendant plusieurs années, peut-être même plusieurs décennies, je ne sais pas exactement. Donc c'est aujourd'hui un grand retour qu'il fallait faire, et qu'il fallait d'autant plus faire que nous sommes dans c'est une zone qui connaît une actualité forte, qui frappe parfois par l'ampleur de ses difficultés. Je pense bien sûr à Mayotte, avec son cyclone et toutes les conséquences absolument dramatiques de cet événement.
Je pense aussi aux difficultés de la Nouvelle-Calédonie. On peut penser aussi aux difficultés de la Guyane, par exemple, en particulier dans la gestion de sa frontière avec le Brésil, et bien d'autres exemples de tensions sociales, de périodes de manifestations dans un certain nombre des territoires d'outre-mer font de cette zone, de cet ensemble géographique, un ensemble d'actualité. Le rapport de synthèse que nous proposons, que nous sommes en train d'achever, est construit en 3 points, 3 parties. La première, que je traiterai rapidement, est un état analytique d'un certain nombre de vulnérabilités structurelles et conjoncturelles que nous avons relevées dans ces outre-mer. Et la deuxième et la troisième partie sont consacrées aux opportunités et aux perspectives, c'est-à-dire à l'avenir, à ce que nous souhaitons ou à ce que nous proposons. L'ensemble de ces analyses et de ces propositions résulte de l'expérience professionnelle et ou scientifique de beaucoup d'académiciens qui ont contribué par leur communication, par leurs idées, par leurs propositions à enrichir ces rapports. Vulnérabilité des outre-mer français. La première que nous sommes très vite mis d'accord sur celle-ci parce qu'elle est évidente, c'est la question, chère au géographe que je suis, de l'éloignement, de la distance. L'éloignement et la distance comme matrice d'un certain nombre de vulnérabilités structurelles. L'éloignement géographique qui se manifeste de 2 façons contradictoires dans nos territoires d'outre-mer. D'une part, des immensités. On peut penser à l'immensité pacifique, en particulier la deuxième plus grande zone économique exclusive maritime du monde. On peut penser aussi à une autre immensité, celle de la forêt guyanaise, et il y en a sans doute d'autres encore. Et puis, à côté de cela, des microcosmes, des petites surfaces, parfois très peuplées, souvent insulaires, qui donnent une autre idée de cette notion de distance, sous forme non seulement d'éloignement, mais aussi parfois de proximité, voire d'entassement sur place avec, à La Réunion, une densité moyenne de 350 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire 3 fois plus forte que celle de la métropole. L'éloignement, ce n'est pas une simple donnée physique. L'éloignement implique aussi des coûts, implique aussi des contraintes, implique aussi des différences, implique des injonctions contradictoires, dont parlera Jean Dubois de Gaudusson, qui est juriste et qui inspirera aussi des réflexions sur le droit à la différence. À cela, il faut ajouter aussi, pour une partie des Outre-mer, le sentiment insulaire, les particularismes de l'insularité. Particularismes sociaux, particularismes géographiques, particularismes identitaires, de petites communautés parfois éloignées des autres. Après cette matrice d'un certain nombre de vulnérabilités, il est facile de glisser vers des vulnérabilités institutionnelles et juridiques, qui se manifestent en particulier par la crise du modèle statutaire. Pendant des décennies, depuis 1946 très exactement, l'outre-mer français était régi par plusieurs statuts de départements d'outre-mer, de territoires d'outre-mer, de communautés d'outre-mer, les DOM, TOM, COM et les DROM. Tout cela appartient plus au passé qu'au présent. Il semble quand même de plus en plus fort, de plus en plus clairement, que chaque collectivité aspire désormais à un statut spécifique. Cette fragmentation statutaire a pour conséquence parfois un droit ou des droits ultramarins difficilement lisibles, voire instables, y compris pour ses praticiens. Il existe donc une véritable crise existentielle des Outre-mer que connaissent pratiquement de ce fait tous les territoires et qui relève de cette inadéquation entre la loi, le droit et l'évolution de la réalité, puisque de 1946 à 2026,
2006, ça fait quand même 80 ans, 2 ou 3 générations d'ultramarins et de très grosses transformations économiques et sociales. Et cela pose la question, bien sûr, de la souveraineté qui est abordée aujourd'hui par certains par le biais du concept de souveraineté flexible, c'est-à-dire une souveraineté qui chercherait à s'adapter aux identités locales, tout en gardant bien sûr le lien avec ce qu'on appelait la métropole, qu'on appelle plutôt aujourd'hui l'Hexagone, ou qu'on appelle encore autrement aujourd'hui le centre. Il y a là tout un problème de vocabulaire qui n'est pas neutre, qui est au contraire très sensible, hein, comme souvent le vocabulaire concernant les Outre-mer. Donc une instabilité, une incertitude dans le domaine juridique dont reparlera en termes de perspective notre ami et collègue Jean Dubois de Gaudusson. Dans ce registre-là, il est bon aussi de souligner l'omniprésence de la question foncière, le foncier urbain, rural, le foncier maritime, en particulier dans le Pacifique. Tout cela demande à être sécurisé. Il y a beaucoup d'insécurité foncière, il y en a aussi en métropole, mais il y en a encore plus dans la plupart des territoires d'outre-mer. Donc là, c'est en particulier, évidemment, avec le cas extrême de Mayotte aujourd'hui. Il existe aussi des vulnérabilités socio-économiques que l'on peut résumer par quelques mots clés. Dépendance au pluriel, inégalité au pluriel, déficit structurel. Les vulnérabilités économiques sont multiples et systémiques, nourries par un certain nombre de phénomènes courants et importants comme l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des inégalités sociales, les riches et les pauvres, les contrastes de niveau de vie sur des territoires parfois très proches les uns des autres. Et ces inégalités se doublent d'une décroissance démographique dans certaines îles, en particulier aux Antilles, tandis que d'autres, au contraire, souffrent d'évolutions opposées. Je pense en particulier à Mayotte, bien sûr, avec le poids des migrations. Quatrième type de vulnérabilité, les vulnérabilités environnementales et sanitaires. Les Outre-mer français sont parmi les territoires du monde les plus directement et les plus durement exposés aux conséquences du changement climatique. Nous le savons tous, le changement climatique est une préoccupation de l'échelle mondiale, globale aujourd'hui. Elle concerne les Outre-mer et elle concerne de façon spécifique parfois les Outre-mer, avec des formes très variées qui vont de la menace de la submersion pour certains atolls du Pacifique et au contraire aussi pour des irrégularités, des violences climatiques. Je pense en particulier à ce que l'on sait des cyclones dont on prévoit qu'ils seront probablement pas forcément plus violents, mais en tout cas plus nombreux, mais peut-être à la fois plus nombreux et plus violents. Tout ça, ce sont des choses qui sont un petit peu pas très fixées encore. Et puis sur le plan sanitaire, les Outre-mer sont une terre d'expérimentation, sont une terre de progrès aussi. Il y a eu beaucoup de progrès, mais il y a aussi des problèmes très importants qui demeurent dans un certain nombre de territoires. Cinquième type de vulnérabilité, rassurez-vous, il n'y en a que 6, des vulnérabilités d'ordre géopolitique. Elles sont très importantes, elles prennent de l'importance à mesure que la géopolitique mondiale devient de plus en plus mondiale et de plus en plus globale, avec de plus en plus de participants, de partenaires. La vulnérabilité géopolitique se caractérise par exemple par la contestation de la souveraineté française dans certains cas. Je pense aux îles éparses du détroit du Mozambique entre Madagascar et la France. Et d'une compétition stratégique qui voit parfois se produire des influences extérieures déstabilisatrices. On peut évoquer tout particulièrement l'impact des trafics
des narcotrafics illicites dans le monde caraïbe. C'en est un exemple parmi d'autres. Dernier type de vulnérabilité que nous avons identifié, qui sont des vulnérabilités liées à l'histoire. On peut dire bien sûr que ces territoires ont tous en commun d'avoir une histoire coloniale française. C'est une évidence qui ne saurait souffrir de contestation. Mais ces histoires coloniales ont été très variables, très différentes les unes des autres. Elles ont été parfois fortement marquées par l'esclavage, mais pas partout de la même façon. Et elles laissent surtout des mémoires qui sont une composante très importante pour la compréhension de l'outre-mer, des outre-mer d'aujourd'hui. N'oublions pas que l'actualité ne gomme pas, au contraire, l'actualité se nourrit toujours de mémoires, d'histoires dramatiques, d'histoires de l'esclavage, des histoires de déplacement de population, de migration, avec des aspects positifs dans certains cas, mais aussi beaucoup de drames et de situations tout à fait difficiles. Alors tout cela fait que parler de l'outre-mer, étudier l'outre-mer, réfléchir à l'avenir de l'outre-mer est toujours concerné par toutes les représentations médiatiques, politiques ou autres qui sont largement diffusées par les réseaux sociaux de toutes sortes, ce que vous savez tous. Et cela fait que cette question de la mémoire de l'histoire est une composante incontournable. Il est impossible de parler sérieusement de ces territoires, mais il faut en parler de façon spécifique d'un territoire à l'autre, sans tenir compte de cette mémoire qui parfois a brisé, a fait craquer des familles, des groupes, des populations. Nous sommes dans les outre-mer où une nouvelle génération est en train d'émerger à plusieurs milliers de kilomètres de l'Hexagone, et qui sont en attente d'une autre histoire de la France, d'une histoire de la France enrichie d'une histoire de la France d'outre-mer. Et je crois que là, c'est un point sur lequel nous devrons réfléchir et essayer de mobiliser davantage d'historiens, puisque nous en manquons peut-être un petit peu encore dans notre académie de ce côté-là. Voilà, je laisse la parole maintenant à mon collègue qui va apparaître, je pense, sur un écran, si tout va bien, si la technique nous suit. Voilà. Bien. Si je puis dire. Excusez-moi. J'essaie d'avoir les deux en même temps, et moi-même et le texte. Bon, en attendant, est-ce que vous me voyez? Oui, très bien. Ouais, mais c'est... Et là, non. On vous voit et on vous entend. De temps en temps. Et vous m'en doutez. Excusez, oui. Bien, écoutez, je vais d'abord vous présenter mes excuses. D'abord pour être incapable d'entrer directement dans la séance d'aujourd'hui. Je suis bloqué à Bordeaux, donc je suis à la fois éloigné et en distance. J'ai cru que c'était une catastrophe, mais au vu du programme d'aujourd'hui, je m'aperçois que la distance et l'éloignement peuvent être considérés comme des avantages, vulnérabilité peut-être, mais aussi opportunité. N'en disons pas trop à cet égard. Je voudrais ici indiquer, à la suite de ce qu'a dit le professeur Barbe, notre ami, nous avons travaillé de concert, parler de ce qu'on a appelé
les perspectives, c'est un mot qui me paraît très dangereux. Ce ne sont pas des recommandations, bien entendu. Ce sont des sujets ouverts qui ont, je crois qu'il faut peut-être le dire, qui ont suscité des débats au cours de la discussion. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, je crois qu'il faut le dire. Il y a eu des discussions sur un certain nombre de sujets, et bien entendu, quand on dit perspectives, ce sont des perspectives qui peuvent être partagées ou qui ne peuvent l'être un peu moins. Mais en toute hypothèse, les perspectives qui ont été retenues par le rapport, et je me contenterai ici de référer au rapport, ce sont des perspectives qui sont de nature à donner corps à des opportunités qui sont identifiées, à relever des défis, si vous voulez, auxquels sont confrontés les uns et les autres. Quand je dis les uns et les autres, et c'est une première précision que je dois apporter, défis aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux Outre-mer et, on va dire, la République, l'État français, la métropole, je n'aime pas beaucoup ces termes-là, personne d'ailleurs dans notre groupe ne les a acceptés. L'idée, si vous voulez, est apparue, elle n'est pas nouvelle, mais s'est développée, que le sort et la situation des Outre-mer dépendent d'un engagement collectif des uns et des autres, et nous avons ajouté le sort des régions françaises, de l'État français, dépend aussi, bien entendu, de ce qui advient des Outre-mer. Il y a un point qui nous a paru, si vous voulez, important de soulever dès maintenant. Le professeur Barr nous a dit qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des arbitrages qui sont rendus peut-être plus que jamais. Nous sommes, c'est vrai, dans une période je ne dis pas d'instabilité, c'est le propre des évolutions, d'évoluer, si je puis dire. Nous sommes en présence de situations qui sont quelquefois remises en cause, de situations et de procédures sur lesquelles on réfléchit. Convient-il de faire ceci ou cela? Et ce sont je vais prendre 2 ou 3 points qui permettent, si vous voulez, et qui sont ceux du rapport bien entendu, qui permettent de se rendre compte que le moment choisi pour cette réunion est un très bon moment. Un premier point, je n'ai pas, si vous voulez, les 5 ou 6 points du professeur Barr, on n'a pas été capable de les numéroter nous-mêmes. Le premier point qui est intéressant, si vous voulez, de souligner, parce qu'il domine finalement le reste, soyons très très clairs, c'est que il y a aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, cela a existé dans l'histoire, il y a, si vous voulez, cette contradiction quelquefois présentée ainsi entre, si vous voulez, le sentiment, la volonté des Outre-mer de se rapprocher de la métropole. Il y a une aspiration à un rapprochement. Et puis de l'autre côté, il y a aussi cette volonté d'une reconnaissance de leur éloignement et de l'aspiration à la différence. Et du point de vue juridique et du point de vue institutionnel, cette rencontre qui est quelquefois conflictuelle, c'est le moins qu'on puisse dire, cette rencontre n'étonne pas. Je me souviens du sénateur Artano qui avait dit « La question institutionnelle, il dit ça en 2020, n'est jamais très loin de l'outre-mer ». Et c'est pour ça que je me permets, même si le rapport le fait un peu plus tard, de partir de cette approche institutionnelle, je serais tenté de dire, dont beaucoup dépend, encore faut-il poser la question. Et nous pouvons, si vous voulez, observer qu'il y a arbitrage. Et l'arbitrage doit se faire entre 2 droits, au sens large, 2 aspirations matérialisées par des droits, le droit au rapprochement, d'une part, à l'assimilation, et puis le droit à la différence et à l'éloignement. Ce sont 2 droits que vous connaissez les uns et les autres. Nous n'avons pas le temps de les développer. Je veux dire simplement que le défi qui s'est posé pour les Outre-mer et qui se pose d'ailleurs aujourd'hui est de concilier juridiquement et institutionnellement ces contraintes qui sont traditionnellement considérées comme contradictoires. Et pour y parvenir, il s'est agi peu à peu, et c'est apparu, de mettre en œuvre un traitement différencié des Outre-mer. Un traitement différencié des Outre-mer et plus encore de consacrer en quelque sorte un droit à la différenciation. La justification en est donnée par l'éloignement,
c'est vrai, dans toutes les acceptions du terme, mais l'éloignement est présenté précisément comme, selon les interprétations, étant une approche, si vous voulez, bénéfique pour les Outre-mer. Étant entendu que dans ce débat, les prises de position idéologiques et autres ne sont pas absentes. À partir de là, on peut dire que le rapport a examiné les différentes, je reprends le texte ici puisque je ne peux pas l'avoir aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, le rapport a examiné les différents points qu'on peut appeler perspectives, qui ont mérité des discussions, et qui sont d'ailleurs discussions qui se sont reposées, qui ont exploité les communications des uns et des autres. La question a été posée d'ailleurs à un moment donné de savoir s'il fallait si la France devait se doter d'une doctrine claire s'agissant de ces Outre-mer. Je crois que la question ne se pose plus en ces termes, d'ailleurs ça a été l'opinion du groupe, pas d'une doctrine claire, il est difficile d'avoir une approche doctrinale, du moins dogmatique, du moins elle est écartée, et puis le propre même de la question ultramarine et de manière générale des rapports entre l'outre-mer et la France, le propre de cette question est précisément de faire l'objet d'une série de réponses, de recherches qui ont été ici examinées. Alors, les points, et je regarderai, je tourne les pages du rapport, il y a, si vous voulez, parmi les idées, il y a une évolution dans le sens d'une augmentation des compétences, des juristes, des compétences des Outre-mer, et qu'il y a comme perspective d'ailleurs d'aller plus loin, comme on disait, une approche conférant plus d'autonomie, une approche qui est diversifiée, c'est-à-dire, et c'est le point qui a été fort développé, une approche diversifiée, c'est-à-dire qui est déterminée au cas par cas. C'était c'est le sens proposé d'une réflexion particulière en cours sur précisément la construction constitutionnelle actuelle de l'ensemble outre-mer. Outre-mer et État français. Et nous savons que cette construction a été lancée dans les années, enfin après, a été lancée en 1946, a été lancée avec les articles 73 et 74 de la Constitution, maintenus. Ce fut même un tabou que de ne pas en discuter, ou en discuter d'ailleurs, et la construction ici est remise en cause, car considérée comme obsolète, de moins en moins appliquée et de moins en moins en vigueur. Et apparaît, si vous voulez, dans le rapport, une remise en cause de cette présentation, et même le développement. C'est un auteur, un universitaire qui connaît bien d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie et Bordeaux d'ailleurs, un auteur qui a parlé de cette proposition de consacrer une souveraineté flexible. Une souveraineté flexible pour les Outre-mer, c'est-à-dire les Outre-mer étant, après la disparition de l'article 74-75, les Outre-mer étant, si vous voulez, traités différemment d'ailleurs, selon les cas. Et ces traitements concernant, eh bien, non seulement concernant le quotidien, si je puis dire, mais peut-être aussi d'autres domaines. Souveraineté flexible, c'est une remise en cause donc d'une conception au profit d'une approche qui est plus souple, qui est évolutive et qui tient beaucoup plus compte, peut-être aussi, c'est un point qui a été souligné, de la volonté des populations, de leurs besoins et des capacités des Outre-mer. L'idée étant, si vous voulez, puisque certains sont allés très loin dans une proposition, elle existe peut-être, monsieur le préfet, dans une proposition de loi ou pourquoi pas, ou un projet de loi, étant de faire adopter presque collectivité par collectivité une loi organique définissant les compétences et les limites, bien entendu, des compétences. Un autre point précisément, je parlais des limites. Un autre point qui est souligné dans le rapport,
et dans le cadre d'une évolution statutaire. Un autre point, c'est la nécessité, alors ça peut prendre différentes formes, la nécessité de respecter les prérogatives régaliennes, les responsabilités régaliennes, et de renforcer les forces de sécurité qui dépassent d'ailleurs largement les missions de statut, les missions statutaires de défense. Il y a là, si vous voulez, un certain nombre de points qui apparaissent importants et qui sont importants dans le cadre de l'environnement dans lequel se situent les différentes collectivités. On parlera de force de souveraineté, on a parlé. Et puis il y a le service militaire adapté, qui a été créé en 1961, qui a été unanimement reconnu comme l'un des dispositifs d'insertion professionnelle les plus efficaces des Outre-mer. Autre point important, en dehors de ce que nous avons indiqué très rapidement, beaucoup trop rapidement, il y a la question foncière qu'a évoqué le professeur Barr, qui est intéressant, qui ne concerne pas que Mayotte, évidemment, qui ne concerne pas peut-être même que la Nouvelle-Calédonie, et qui permet, il y a un certain nombre d'acteurs qui se rencontrent et qui, entre les aspirations des uns et des autres, les histoires des uns et des autres, il s'agit, si vous voulez, d'arriver à établir des arbitrages. On a évoqué l'insertion régionale des collectivités d'outre-mer, l'idée effectivement de renforcer cette insertion, d'autres en ont parlé, je pense au professeur Constant. Substituer aussi, c'est une des questions qui se pose, une norme ultra-périphérique à la norme européenne pour un certain nombre de produits. Il y a là, si vous voulez, une série de réflexions, de sujets de réflexion, puis-je dire, qui pourraient d'ailleurs mobiliser les académiciens. On en reparlera en quelques secondes tout à l'heure. Indiquons aussi les questions concernant le développement endogène, bien sûr. Il s'agit de donner la priorité à développer systématiquement les filières de production locale, d'exportation, le rhum, la vanille, etc. Le rhum. Il y a aussi des réflexions sur l'éducation et la formation. Et puis, bien sûr, comment garantir des politiques de santé adaptées. Il a bien été indiqué que l'état de santé des populations ultramarines est un observatoire des maux, des vulnérabilités, des défis, mais aussi des atouts et des forces propres de chaque territoire. Ce point devra être évidemment, je dis bien évidemment, repris. Arrêtons là, malheureusement, cette énumération un peu désordonnée pour dire que les perspectives, on l'a évoqué très rapidement, concernent aussi l'Académie des sciences d'outre-mer. On comprend très bien que les Outre-mer, l'État et tous ceux qui s'intéressent politiquement aux Outre-mer puissent discuter de ce qu'on a dit, mais l'Académie des sciences d'outre-mer, il n'y a pas, de la part du groupe, de dresser une feuille de route de l'Académie des sciences d'outre-mer en la matière, mais malgré tout, il y a des points qui méritent une réflexion, d'abord qui méritent des publications. Ce n'est pas nouveau, cela a été dit, et il serait intéressant de structurer la publication et la diffusion des travaux, de consolider des partenariats et élargir des expertises. Les partenaires ne manquent pas, y compris les universités et leurs centres de recherche qui se trouvent disséminés dans la France hexagonale, mais aussi, et ô combien, puisque je les ai bien connus, dans les pays, dans les collectivités outre-mer. Recruter aussi des nouveaux membres issus des Outre-mer ou des spécialistes des Outre-mer, cela me paraît indispensable, mais je crois que le mouvement est en train de commencer et va, je l'espère, se renforcer. L'idée aussi est de proposer un dispositif de suivi et de veille. On ne peut pas traiter de cette question même en un an, malgré la vigueur et le dynamisme de la présidente de ce groupe. Il faut effectivement soit un observatoire, soit avoir des réunions périodiques, régulières en la matière. Je laisse la parole à cet égard à la personne qui est le plus à même de apporter des réponses à cet égard, après le président et le secrétaire perpétuel, à Madame de Souche, que je remercie d'avoir tenu bon malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer. Merci.
Monsieur le Préfet, si vous voulez bien prendre la parole. Le temps que vous voulez, Monsieur le Préfet. Une demi-heure? Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, chers amis des Outre-mer, si je puis m'exprimer ainsi, tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Je suis honoré de pouvoir m'exprimer, Monsieur le Ministre, devant vous aujourd'hui. L'occasion a fait le larron, si je puis m'exprimer ainsi, et je remercie à distance le général Pascal Facon qui, la semaine dernière, m'avait proposé d'intervenir devant vous, et j'ai saisi, à vrai dire, la balle au bon. Moi, je suis ravi d'être devant vous, devant des passionnés des Outre-mer, et d'une certaine manière, je suis rassuré parce que, alors que je vous écoutais, je griffonnais sur le papier ce que sont les grands enjeux que je poursuis dans la fonction qui est la mienne auprès du président de la République en charge des Outre-mer. Et à vrai dire, ces grands enjeux recoupent largement ce que les orateurs précédents ont esquissé, à la fois en termes de diagnostic, en termes de vulnérabilité et en termes de perspective. Et moi, j'avais identifié 7 enjeux, et je vais essayer de faire le lien devant vous, parce que c'est ce qui peut peut-être vous intéresser, entre les réflexions qui sont les vôtres et l'action qui est la mienne au jour le jour. D'abord, j'avais mis de côté 2 territoires tout à fait particuliers, que sont la Nouvelle-Calédonie et Mayotte. Je vais y revenir. Les enjeux institutionnels, vous avez largement insisté dessus, les enjeux mémoriels, les enjeux européens, les enjeux de souveraineté, les enjeux économiques et budgétaires, et enfin les enjeux sécuritaires. Je ne serai pas trop long sur chacun de ces enjeux, j'esquisserai simplement peut-être les sujets d'actualité les plus brûlants, et puis peut-être la réflexion qui est la mienne en tant que professionnel des Outre-mer. Alors c'est vrai, premier élément, 2 territoires un peu à part, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, qui font l'objet d'une attention toute particulière parce que tout simplement au cours de l'année 2024, ces 2 territoires ont traversé une crise profonde et une crise qui se perpétue aujourd'hui en 2026, et comme toute crise, des crises qui ont accéléré des tendances de fond qui étaient présentes dans ces 2 territoires. Bien sûr, on a en tête les émeutes de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie et le passage du cyclone Chido sur Mayotte en décembre 2024. Et d'ailleurs, ce qui est assez original, ces 2 crises ont fait que l'État, l'appareil étatique, a monté 2 missions en parallèle. Alors vous en connaissez une forcément, c'est la mission que dirige le général Pascal Facon, la MIRM, la mission interministérielle pour la reconstruction et la refondation de Mayotte. Et puis il y a une deuxième mission qui s'appelle la MINC, qui est la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie, qui est dirigée par un inspecteur des finances, Amaury Declude. Et ces missions ont été mises en place à chaque fois dans la foulée des crises qui ont affecté ces 2 territoires. Et c'est assez intéressant en termes de sciences administratives, parce qu'on ne s'est pas reposé en fait sur l'administration centrale que moi j'ai eu l'honneur de diriger, qui est la Direction Générale des Outre-mer, mais on a mis en place des structures légères. Ce sont plutôt des états-majors d'une dizaine de personnes à chaque fois, alors qui fonctionnent, je vous rassure, qui fonctionnent très très bien et en lien étroit avec la DGOM, mais la réflexion qui a été la mienne, quand j'ai vu la mise en place de ces missions, c'est qu'au sein de la Direction Générale des Outre-mer, nous n'avons pas d'approche, ou insuffisamment d'approche géographique. Ça a fait l'objet de nombreux échanges que j'ai eus avec Pascal Facon, qui m'a apporté sa connaissance de l'institution militaire. Et je pense que ce qu'il faudrait accentuer au sein de la Direction Générale des Outre-mer, c'est un peu plus cette approche géographique qui nous manque pour croiser l'approche thématique. À la Direction Générale des Outre-mer, vous avez des bureaux qui suivent l'agriculture, l'économie, la fiscalité, le juridique, mais vous n'avez en fait aucun bureau géographique. Aucun. Alors, ça a disparu il y a bien longtemps, en fait, à la fin des années 70. Et je pense qu'il faudrait, à la faveur de ces réflexions autour de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie, essayer de remettre un peu de géographie
ça fera plaisir sans doute aux rapporteurs précédents, dans cette organisation de la DGOM. On pourra revenir, si vous le souhaitez, à l'occasion des questions-réponses sur les grands enjeux de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte. Mais deuxième enjeu, les évolutions institutionnelles. Là aussi, ça a été très bien souligné par l'orateur. Nous sommes les héritiers des articles 73 et 74. Alors, ce qui est pittoresque, c'est que les articles 73 et 74 de la Constitution de 58 avaient la même numérotation dans la Constitution de 1946. Alors, je ne sais pas si les constituants de 58 finalement ont fait un pied de nez à ceux de la 4e, mais sous la 4e République, vous aviez les mêmes articles, 73 et 74, qui faisaient le distinguo entre les territoires soumis à l'identité législative et les territoires soumis à la spécialité législative, les dom-tom, comme l'on disait jusque dans les années 90, 2000, les dom-com aujourd'hui, et en fait maintenant on voit que ce carcan constitutionnel craque de toutes parts, parce que l'expression que moi j'emploie souvent, c'est plutôt celle d'un arc-en-ciel institutionnel, parce que même quand on est dans l'article 73, en fait, il n'y a pas un statut qui ressemble à l'autre. La Martinique et la Guadeloupe n'ont pas le même statut, la Guyane, qui pourtant est dotée d'une collectivité territoriale unique, n'a pas un statut similaire à la Martinique, qui est aussi une collectivité territoriale unique. Bref, chaque statut a sa spécificité. Et je rejoins d'ailleurs les conclusions qui ont été faites par la Somme, c'est que il faudrait en fait fusionner ces articles 73 et 74. C'est ce que j'aurais aimé faire, mais je pense que nous n'aurons pas les marges de manœuvre politiques d'ici la fin du mandat du président Macron pour nous prêter à ce grand chantier institutionnel qui nécessite une volonté politique forte et surtout un Parlement qu'on puisse embarquer. Mais à l'heure actuelle, ce qui fait l'actualité de mon quotidien, ce sont des discussions, d'aucuns pourraient dire des négociations actuellement avec les grands élus de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Et dans chacun de ces territoires, il y a une aspiration à l'autonomie, plus ou moins forte d'ailleurs, très forte quand on est en Guyane, un peu moins quand on est en Martinique. Et surtout, ce qui est dommage, mais c'est ainsi, c'est que ça, d'une certaine manière, ça signe l'échec des procédures d'adaptation et d'habilitation qui figurent dans l'article 73, parce que les constituants, et puis ensuite, pas simplement ceux de 1958, on peut aussi songer à ceux de 2003, avaient bien vu que l'identité législative était une gageure quand on était dans les Outre-mer, et avaient prévu des outils pour adapter les normes, que ce soit les normes législatives et réglementaires. Et il faut reconnaître que au fil des années, y compris à la Direction générale des Outre-mer, on n'a pas été capable d'adapter ces normes. Et ce qui était supportable il y a encore 15 ans ou 20 ans, l'est de moins en moins. En fait, aujourd'hui, il y a une forte demande de transfert du pouvoir normatif vers ces territoires. Certains des territoires comme la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie sont déjà dans cette autonomie normative, mais on voit bien que ça s'étend. Les deux seuls territoires qui font peut-être exception, c'est la Réunion et Mayotte, qui sont dans des étapes de leur histoire administrative évidemment différentes. Donc on travaille beaucoup en ce moment. C'est parfois un peu compliqué parce que ce qui est difficile dans chacun de ces outre-mer, c'est d'atteindre un consensus sur ce qu'il faudrait faire et la voie qu'il faudrait emprunter. Et il y a beaucoup de divisions au sein de chacun de ces territoires, mais on pourra y revenir. Les enjeux mémoriels, vous les avez abordés, ils sont extrêmement forts, très puissants et pendant longtemps, je pense, hormis peut-être l'enjeu de la mémoire de l'esclavage, ils ont été sous-estimés peut-être par la République et par l'État. Alors c'est de moins en moins le cas, mais il faut reconnaître que c'est plutôt des initiatives parlementaires qui permettent de combler ces blessures et qui sont parfois profondes, refoulées, et qui pour moi constituent là aussi une partie de l'incompréhension qu'il peut y avoir entre les Outre-mer et puis la France, en règle générale, la République et l'État, et qui peut aussi expliquer une partie du vote contestataire qui est extrêmement fort des deux côtés de l'échiquier politique dans les Outre-mer. Donc bien sûr, on a parlé de la mémoire de l'esclavage, et d'ailleurs à ce titre, je voudrais rappeler les initiatives qui ont été prises par le président de la République, notamment une initiative qui, moi, me tient fortement à cœur, c'est le mémorial
aux victimes de l'esclavage qui s'implantera dans les jardins du Trocadéro et qui devrait normalement être inauguré en février-mars 2027 et qui va comprendre sur des plaques l'ensemble des noms des esclaves qui ont été affranchis en 1848, 220 000 à 230 000 noms. C'est extrêmement important pour redonner une dignité à ces esclaves affranchis. Rappelez que lorsque la République a existé, elle a toujours aboli l'esclavage. Et puis placer ce monument comme un enjeu de réconciliation à l'époque où parfois les mémoires sont utilisées, parfois manipulées comme des enjeux de division. Mais plus récemment, vous citez des initiatives parlementaires qui ont abouti ces tout derniers jours. Une proposition de loi sur les enfants dits de la Creuse, cette mémoire difficile qui vient de la Réunion. Une proposition de loi qui a été également adoptée sur l'abrogation du Code noir. Une proposition de loi qui me tient à cœur également sur le rapatriement des restes humains des Amérindiens des tribus Kalina et Arawak, là on est en Guyane, et qui devrait là aussi nous permettre normalement à l'automne d'organiser une cérémonie à l'Élysée de restitution de ces restes humains. Pour vous rappeler brièvement l'histoire, il s'agit d'Amérindiens qui avaient été amenés ici en France à la fin du XIXe siècle et exposés dans ce qu'on appelait à l'époque, et j'ouvre les guillemets, des os humains, à l'occasion notamment d'expositions au jardin d'acclimatation. Quatrième enjeu, qui est parfois sous-estimé, les enjeux européens. Ça permet de dire que quand on parle de transfert de pouvoir normatif, on parle beaucoup articles 73 et 74, mais sachez qu'il y a également la même distinction au niveau européen entre les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer. Et pour vous citer peut-être des expériences personnelles, si vous pensez qu'à Paris, la loi ou le règlement est mal fait, je vous encourage à essayer d'aller porter à Bruxelles, et je me tourne vers le ministre Mariton en disant ça, les spécificités des Outre-mer, parce que quand vous tombez sur des hauts fonctionnaires de la Commission européenne, je peux vous dire qu'on a vraiment du mal à leur faire comprendre ce que sont les Outre-mer français, parce qu'ils ont parfois un peu en tête les Açores, les Canaries, Madère, mais alors quand on s'oriente vers un Outre-mer beaucoup plus éloigné, Mayotte, La Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane, c'est vraiment extrêmement compliqué. Par exemple, un enjeu à l'heure actuelle, et ça parlera à Monsieur le Président de la FEDOM, c'est d'arriver à adapter, je ne vais pas être trop technique, mais ce qu'on appelle la taxe carbone, c'est-à-dire que désormais on va taxer les produits qui vont rentrer sur le marché unique européen en fonction du carbone qu'ils contiennent, ce qui est plutôt vertueux, je dirais, et ce qui est plutôt un outil de souveraineté. Simplement, quand vous avez une entreprise ici en France continentale, c'est pas difficile. Si vous voulez aller vous approvisionner en Allemagne, en Italie, c'est quand même beaucoup plus difficile lorsque vous voulez importer du ciment, des engrais, de l'aluminium, de l'acier, et que vous êtes à La Réunion, à Mayotte, à Martinique, vous vous tournez souvent vers l'environnement régional. Et cette taxe carbone risque en fait de surenchérir très fortement le coût de ces produits dans les Outre-mer. Autre gros enjeu, c'est le futur budget de l'Union européenne. C'est un sujet éminemment d'actualité parce que le président de la République est en ce moment même à Bruxelles où se tient un conseil de l'Union européenne qui va commencer à tracer les premières lignes du budget de l'Union. Autant dire que la France et l'Allemagne, là, à l'heure actuelle, sont sur des positions un peu divergentes, avec notamment pour les Outre-mer un sujet fondamental qui est celui des moyens que nous allons accorder à l'agriculture, aux agricultures ultramarines. Là aussi, le sujet de souveraineté alimentaire a été évoqué tout à l'heure. Des enjeux de souveraineté en règle générale. Là, c'est pour parler, je crois qu'ici à la ZOM, il y a d'anciens diplomates, et on a besoin, permettez-moi de le dire, d'une diplomatie plus offensive lorsque est contestée notre souveraineté sur certains territoires ultramarins. Et ça peut être parfois de petits territoires. Alors je cite parce que je suis un passionné de l'île de la Passion Clipperton, qui est le 13e territoire ultramarin que l'on a fait rentrer dans le droit positif français.
parce qu'auparavant, Clipperton, en fait, était rattaché pour administration au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Désormais, Clipperton, l'administrateur de Clipperton est en fait le ministre des Outre-mer, et on a créé un conseil consultatif de l'île de la Passion Clipperton, puisqu'on lui a redonné également son nom français, qui est l'île de la Passion. Donc l'île de la Passion Clipperton, contestée par les Mexicains, Matthew et Hunter, contestée par les Vanuatais, Tromelin, contesté par Maurice, les îles Éparses, comme vous l'avez signalé, contestées par Madagascar, mais plus largement, la présence française dans les Outre-mer, contestée par des puissances qui ne nous veulent pas du bien, que ça puisse être la Chine, la Russie, l'Azerbaïdjan, qui est manipulé en fait indirectement par la Russie, mais parfois également des États limitrophes et voisins, le Vanuatu, qui conteste bien sûr la présence française en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, on a vraiment besoin d'affirmer cette souveraineté sans avoir honte, d'une certaine manière, que ces territoires soient français. Et là, c'est vrai que, petit message, on a besoin d'une diplomatie plus, je trouve, plus ferme, plutôt que de parfois aller trop rapidement au-devant des attentes de certains de nos partenaires. Sixième enjeu, les enjeux économiques et budgétaires. Les Outre-mer demandent des moyens budgétaires et fiscaux. À l'heure actuelle, la crise budgétaire que traverse notre pays, mais les moyens qui sont parfois incompris de la direction du budget ou de Bercy, les moyens que nous mettons à disposition essentiellement de nos entreprises, d'ailleurs, qui œuvrent dans les Outre-mer, sous forte pression. Il faut également qu'on arrive à mieux traiter le sujet de la vie chère. Je pourrais disserter là également. On avait un projet de loi vie chère qui a été adopté au Sénat, qui peut-être reviendra à l'automne, mais c'est assez incertain compte tenu du calendrier parlementaire qui est extrêmement chargé en cette fin d'année. C'est un projet de loi qui avait abordé la question de la vie chère, surtout avec les notions de contrôle, d'encadrement, alors qu'il faudrait peut-être un peu plus insister sur les notions de transparence plutôt que sur les notions d'encadrement et de contrôle. Et enfin, le septième et dernier enjeu, ce sont les enjeux sécuritaires. Quand vous rencontrez des élus ultramarins, et notamment des maires, les deux premiers sujets de préoccupation, vous me direz, ce sont aussi, à mon avis, ceux des maires hexagonaux, c'est l'immigration et c'est l'ordre public et le narcotrafic. Nos territoires ultramarins, comme beaucoup de territoires, en fait, exacerbent les tensions françaises. Et il nous faut être très attentifs concernant le narcotrafic à la situation de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Sur ce sujet, vous signalez que se tiendra le 3 juillet prochain une conférence régionale de sécurité dédiée au narcotrafic en Martinique. La France a pris une initiative diplomatique et va réunir à Fort-de-France le 3 juillet l'ensemble des États de la zone Caraïbe, y compris les États-Unis, pour prendre une initiative en matière de lutte contre le narcotrafic. Et je pense qu'il devrait y avoir une déclaration conjointe qui devrait être intéressante. Et par ailleurs, cela permettra de communiquer en franco-français sur un plan d'urgence de lutte contre le narcotrafic entièrement dédié aux Outre-mer. Et bien sûr, la lutte contre l'immigration qui concerne différemment les territoires. Je pense bien sûr à Mayotte, qui fait face à une pression migratoire qui ne s'affaiblit pas. Et je pense aussi bien sûr à la Guyane, mais l'immensité du territoire rend parfois la pression migratoire plus diffuse quand on est en Guyane. Peut-être pour conclure, après avoir cité ces 7 enjeux, où vous voyez qu'on se retrouve largement avec les diagnostics qui ont été faits, que ma présence peut-être ici cet après-midi puisse être le début d'une coopération entre votre académie et puis par mon truchement, je ne représente pas le ministère des Outre-mer, je représente la présidence de la République et le président de la République, à vrai dire, mais le début d'une coopération plus étroite avec la rue Oudinot. Je vous avoue que lorsque j'étais directeur général des Outre-mer, je connaissais votre institution, hein, mais j'ai toujours été étonné qu'on n'ait pas de contact. Alors j'aurais peut-être dû prendre les devants, mais on pourrait peut-être essayer de travailler
Quand j'étais DGOM, c'est ce que je faisais fréquemment. Moi, j'insistais beaucoup sur le rayonnement de la DGOM pour faire rayonner les Outre-mer, mais sur une convention qui pourrait lier votre académie et la Direction Générale des Outre-mer. On n'a pas forcément besoin de parler de gros sous, mais tout simplement d'objectifs partagés. Et les intelligences qui sont ici et à distance, à mon avis, peuvent enrichir notablement les réflexions qui sont celles de la Direction Générale des Outre-mer. Et puis je terminerai sur un sujet que vous avez souligné et dans lequel je crois profondément, et c'est cette tension, alors vous l'avez appelé contradiction, moi j'appelle ça tension entre l'aspiration à l'égalité et l'aspiration à la diversité. C'est cette tension qui alimente les Outre-mer parce que, contrairement à des raccourcis faciles, les Outre-mer, et parfois ils adressent ce cri d'ailleurs à la République et à la France, aspirent à l'égalité, parfois également dans des territoires qui sont dotés d'une autonomie avancée. Je songe à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, sur des sujets où on se rend compte que finalement, en dépit de cette autonomie avancée, ces territoires, dans certaines circonstances, ont besoin de cette solidarité nationale. On le voit avec la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, où s'il n'y avait pas l'État, ce territoire s'effondrerait au sens propre. Je songe aussi à la Polynésie française, où au moment du Covid, le fait que la France ait pu se doter de vaccins, le fait que la France ait soutenu les entreprises au moment du Covid, on a étendu ces dispositifs, y compris dans des territoires dotés d'une large autonomie. Donc aspiration à l'égalité, et dans les territoires de l'article 73, c'est notamment une égalité sur des services publics de base, où parfois la promesse républicaine n'est pas au rendez-vous, l'école, le logement, notamment le logement social, l'eau. On pourrait là aussi discourir longuement sur la distribution de l'eau en Guadeloupe ou à Mayotte, l'assainissement, les routes, enfin, autant de ces services publics qui font le quotidien en fait de nos compatriotes et sur lesquels on ne se pose pas forcément de questions quand on est dans l'Hexagone, mais où ces services publics dysfonctionnent quand on est dans les Outre-mer. Et puis par ailleurs, aspiration à la diversité, et à laquelle il faut qu'à un moment donné la République puisse répondre. C'est notamment les évolutions institutionnelles, mais il faut les accompagner, il faut être, je pense, en soutien. Et de toute façon, sur ces sujets d'évolution institutionnelle, à la fin des fins, ce sont les populations qui auront le dernier mot de chacun de ces territoires, puisqu'il n'y aura pas d'évolution institutionnelle sans consultation des populations. Mais là aussi, j'ai été frappé dans le débat sur la Corse, parce que pour vous faire sourire, dans ma longue carrière préfectorale, en fait, mon premier contact avec les Outre-mer, ça a été la Corse, où j'ai été directeur de cabinet du préfet de Corse entre 2000 et 2002. Ça ne sortira pas de cette pièce, hein, mais on dit souvent que les Corses sont des ultramarins qui s'ignorent. Mais on retrouve, en fait, entre la Corse et les Outre-mer, énormément de sujets communs. Récemment, là aussi, pour vous faire encore sourire, je rencontrais le maire de Bonifacio, et qui me disait, mais il faut qu'on soit rattaché à la rue Oudinot. Parce que vous nous comprenez. J'arrête là. Ce sont des plaisanteries, hein, surtout. N'allez pas dire que le conseiller du président de la République a réclamé le rattachement de la Corse au ministère des Outre-mer. Mais en effet, accompagnement vers la diversité, consultation des populations pour qu'on puisse répondre, puis à la fin, c'est bien en effet les populations de chacun de ces territoires qui auront le dernier mot. J'ai essayé d'être très synthétique. Après, je ne sais pas s'il y a un moment pour les questions-réponses, et comme je le disais, gageons que ce premier contact soit les prémices à de nombreux autres. Merci. Merci, Monsieur le Préfet. Je dois dire qu'en vous écoutant, j'ai été absolument surpris de retrouver le calque de nos réflexions et une communauté de vues sur tellement de points que nous n'avons pas à rapprocher nos points de vue, ils sont identiques. Et quant à votre proposition de convention entre l'Académie et la rue Oudinot, mais nous l'appelons de tous nos voeux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors. Oui, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Préfet. Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel, pour l'organisation de cette conférence. Bernard Hay, je suis président de l'auditeur IHEDN Océan Indien, La Réunion, Mayotte. Une question, Monsieur le Préfet. Vous avez parlé des enjeux de souveraineté
et d'influence. Et je voudrais apporter un témoignage une accélération du temps que je vis sur mon territoire à La Réunion, notamment vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de l'Inde. Une très grande assertivité de la Chine, notamment sur les enjeux d'organisation de conférences sur notre territoire, de forums économiques, organisés à l'initiative du Consulat général de Chine, dans un premier temps, et de l'Association des commerçants, et dans un deuxième temps, c'est-à-dire dans quelques jours, par le Conseil régional de La Réunion, et donc la première télévision chinoise à l'international, et un certain nombre d'universités de la Chine. Donc il y a aussi un enjeu très fort lié au soft power, à l'économie, qui menace de l'intérieur nos territoires, clairement dans cette assertivité, cette compétition internationale qui est non seulement dans un contexte sino-américain, mais aussi sino-indien, tel que vous connaissez. Merci pour votre réponse. Merci. Vous voulez répondre On va peut-être prendre tout de suite ou... Non, on va peut-être prendre plusieurs questions. Madame, voilà. Attendez, non, j'ai une question derrière vous. C'est derrière vous que je vais passer la parole. Excusez-moi. Oui, c'est vous qui avez la parole. Oh, d'accord. Bonjour. Je suis historienne et là j'ai trouvé que l'aspect historique des populations était un petit peu éculé. Le micro n'est pas branché. Voilà. Pardon, je recommence. Je suis historienne. J'aurais dû, depuis plusieurs mois, participer à tout ça, mais je n'ai pas pu tout faire. Et je pense qu'il est important d'étudier la diversité des populations pour en tirer des aspects beaucoup plus positifs pour l'avenir. Alors, j'ai été secrétaire générale de la Société française d'histoire d'outre-mer pendant de nombreuses années et on avait développé des relations très chaleureuses avec la rue Oudinot. Et ça, je m'en souviens et j'y ai appris énormément de choses. Mais en allant en mission dans certains pays ou certaines îles, et j'ai vu les gens vivre. Et ça, c'est une autre dimension que celle que l'on voit dans les bureaux ou dans les discours ou dans les lectures. Et il faudrait vraiment retirer des leçons de ce travail de terrain pour aller plus loin et mieux comprendre les aspirations des uns et des autres qu'on n'imagine pas à un niveau un peu général. Je rends la parole. Madame Rivalan, merci. Madame Brissac. Oui, vous parlez de territoires outre-mer, mais il y a aussi des territoires marins outre-mer avec l'extension du plateau continental et notamment dans le Pacifique Sud. Opportunité. Bon, voilà. Donc territoire marin d'outre-mer, je parle de l'extension du plateau continental, les liens avec le nouveau traité de haute mer. Et ça fait l'objet d'un colloque ici à la Somme sur la perspective pluridisciplinaire, holistique de la gouvernance des territoires marins. Donc c'est une opportunité, mais aussi une très grande vulnérabilité. Puisqu'il faut la mise en œuvre de ce traité de haute mer, il faut aussi pour les territoires étendus de toutes ces nations océaniennes qui puissent s'entendre sur les différents instruments. Voilà. Merci, monsieur Mariton. Merci. Pardon, un rapide témoignage et quelques questions qui s'adressent à la fois au préfet Jacob et au rapporteur, si c'est possible de poser la question aux uns et aux autres. D'abord, je dois dire, monsieur le préfet, que dans mon dossier ministre en 2007, j'avais été assez consterné par la faiblesse de position énoncée dans la fiche sur les îles éparses. Et que cela témoignait d'une faiblesse de notre position politique que vous avez décrite tout à l'heure, mais qui était très frappante. Sur le débat de l'autonomie, qui a été évoqué à la fois par les rapporteurs et par vous-même, des discussions avec certains des ministres récents sortis de la rue Oudinot apparaissaient sous deux formes. L'autonomie en tant que solution et l'autonomie aussi parce que dans l'incapacité de régler un certain nombre de questions difficiles, au fond, on se dit qu'il vaut autant s'en décharger. Et donc, on voit l'ambiguïté du sujet. Ambiguïté aussi quand on a évoqué tout à l'heure la distinction du régalien et du non-régalien. Qu'est-ce qu'est régalien ? La santé, on peut dire oui ou non.
Mais la santé, c'est très lié, vous l'avez évoqué, Monsieur le Préfet, à la politique de l'eau et de l'assainissement. Donc au fond, s'il y a une responsabilité locale sur l'eau et l'assainissement, quelles sont les conséquences en termes de politique de santé? L'ordre public, c'est évidemment ça du régalien dur. Mais l'ordre public n'est pas sans lien avec des conflits sociaux et les effets d'une politique économique. Donc si la politique économique voulue autonomement est désastreuse et que cela engage des besoins lourds en termes d'ordre public, comment on fait et qui paye quoi? Sur l'autonomie, en comparaison d'un certain nombre de situations étrangères à laquelle je me suis intéressé, il y a un bout de sujet sur lequel je vais peut-être être un peu piquant, Monsieur le Préfet. C'est qu'à la fois du côté britannique, mais aussi, je pense à des discussions il y a quelques mois à Saint-Martin, côté hollandais, il y a un principe qui est celui de la couronne. Et qu'au fond, aussi grande sur l'autonomie, il y a sur beaucoup de ces territoires un attachement très profond à la couronne, y compris à Saint-Martin, où la couronne hollandaise est pourtant probablement plus faible dans son identité que la couronne britannique. Et en France, s'il y a autonomie, quel est alors le rattachement principal? Ça peut être le président de la République. Et je trouve que dans le fonctionnement de nos institutions, le président de la République n'est pas simplement l'incarnation de la nation. Il est un acteur très présent dans le débat politique, dans bien des moments. Et donc, ça peut paraître un peu théorique, mais moi, une des difficultés que je vois dans la logique d'autonomie vue de France, c'est qu'on n'a pas l'équivalent du rattachement principal qui est celui de la couronne britannique ou de la couronne néerlandaise, et qu'alors le rattachement à la nation est très intriqué avec des questions qui sont des questions de division. Voilà. Je vous propose, Monsieur le Préfet, de répondre et on reprendra les questions ensuite. Ouais, là aussi, répondre ou donner quelques axes de réflexion. Alors évidemment, dans l'océan Indien, l'Inde, la Chine, mais aussi la Russie, quand on regarde ce qui est en train de se passer à Madagascar, toutes ces puissances sont très présentes. Il suffit de voir quelle a été la réaction des États-Unis lorsque ils ont appris peut-être un peu tard que leur base de Diego Garcia allait être remise en cause par une rétrocession de souveraineté vers l'île Maurice. Immédiatement, les États-Unis ont arrêté la Grande-Bretagne parce qu'ils étaient bien conscients de l'importance géostratégique de cette base et de ce territoire. Petit message, parce que je sais qu'au-delà des diplomates, il y a aussi beaucoup de militaires au sein de la Somme. Là aussi, il faut, je pense, faire du lobbying par rapport à ce qui est en train de se passer au sein des armées qui, aujourd'hui, ont le regard tourné vers l'Est, très clairement, et vers la menace russe, et qui ont été marquées, ces armées, par ce qui s'est passé en 2024 en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, surtout, un peu en Martinique. Et la réflexion qui est en cours à Balard, c'est plutôt une réflexion pour faire en sorte que ces territoires, si d'aventure on avait un conflit de haute intensité chez nous, enfin ici, sur le continent, que ces territoires puissent se débrouiller tout seuls. Et ça, je pense que ce serait une erreur là aussi stratégique, c'est ce que j'essaye de répandre également, mais c'est assez difficile parce que ce lien, là aussi, je disais en aparté tout à l'heure, ce lien avec les Outre-mer est en train de se distendre. Et la France est en train peut-être de se replier sur son approche uniquement continentale. Alors ça peut faire le lien aussi avec l'histoire africaine, qui est celle de la Somme. Hein. Là aussi, il y a des points communs. On en discutait souvent avec Pascal Facon, qui est un grand Africain. Il ne faudrait pas qu'on perde de vue l'importance de ces Outre-mer d'un point de vue militaire. Par exemple, Mayotte, vous citiez Mayotte, la présence militaire est très faible. Il y a quelques légionnaires. On avait essayé de défendre l'idée d'une base navale à Mayotte et les militaires ont dit mais non, nous, notre base navale, elle est à La Réunion. S'il y a besoin, on arrive à Mayotte rapidement. Or, si Mayotte a une importance pour le contrôle de l'entrée du canal du Mozambique, il faut aussi le montrer parce que nos partenaires tout autour vont le montrer. Et pour paraphraser le président de la République, je crois qu'il disait pour être craint, il faut être fort, il faut le montrer.
et je pense qu'il faut le montrer dans les Outre-mer. Sinon, nos puissances concurrentes ne vont pas s'y tromper. Sur l'histoire, la question qui a été posée tout à l'heure sur l'histoire, ça rejoint peut-être ma réflexion sur l'approche géographique qu'il faudrait peut-être instiller davantage dans l'administration, c'est-à-dire la Direction Générale des Outre-mer qui est chargée de suivre les Outre-mer. Comme je le disais, ce qui m'a frappé, c'est l'approche trop thématique et insuffisamment basée sur... j'ai parlé de géographie, mais je vous rejoins sur les approches historiques liées à chacun de ces territoires qui ont vraiment des histoires. Il peut y avoir des points communs sur, évidemment, comme vous l'avez dit là aussi, l'héritage du colonialisme, mais qui ont vraiment des histoires très, très, très distinctes. Sur les espaces maritimes, là aussi, il faut avoir les moyens de sa politique. Ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est les éléments de langage. Vous verrez dans la campagne présidentielle, je pense que vous entendrez parler de la France, deuxième espace maritime au monde, mais ça ne fait pas de la France la deuxième puissance maritime au monde. Alors on n'est pas si mal classé, mais on est plutôt 6e ou 7e, parce qu'une puissance maritime, il ne suffit pas d'avoir des espaces maritimes, il faut avoir une marine nationale qui suive, on est plutôt pas mal, il faut avoir des grands opérateurs économiques, c'est-à-dire des armateurs, des ports puissants. Il y a plutôt de bonnes orientations qui sont données, mais ce qui est frappant, moi je rencontre beaucoup d'acteurs liés au maritime, c'est l'absence de relais pris dans le discours politique sur la France, puissance maritime mondiale, et que ça soit suivi des faits. Ensuite, dans l'organisation ministérielle, on parle souvent du fait conjointement d'avoir un ministère des Outre-mer et de la mer, un ministère de la France océanique, en fait. Et là aussi, dans le débat qui va s'instaurer, je pense que ça aurait du sens également de se poser la question de ce rapprochement de ces deux entités ministérielles, parce que 97% de notre espace maritime, la France le doit en fait à ses Outre-mer. Et puis, pour rebondir sur le socle, le point commun, j'allais dire la flèche fêtière, pour reprendre une expression kanak, pour moi c'est la République. Parce qu'en effet, vous pourriez dire c'est la France quand même, la nation, mais vous l'avez dit dans votre propos, quand on est dans des territoires dans le Pacifique, le rattachement à la nation, et puis même désormais dans les Caraïbes, quand on est en discussion avec Serge Letchimy, il parle de peuple martiniquais. Mais quand vous parlez avec Gabriel Serville, il parle de peuple guyanais. Alors ça, constitutionnellement, c'est pas possible, mais s'ils en parlent, c'est que ça a tout de même une signification. Il ne faut pas juste le balayer d'un revers de main. Et je pense que la flèche fêtière, c'est en effet la notion de république française qui peut être large. Alors, jadis, on l'appelait la communauté française. Il faut peut-être aussi réfléchir aux instances de concertation. Il y en a très peu, en fait, entre l'ensemble de ces territoires. Il n'y a pas de... en effet, il n'y a pas d'assemblée des Outre-mer. Il peut y avoir des endroits où ils parlent les uns avec les autres. Mais dans les institutions de la République, il n'y a pas ça. Le ministre des Outre-mer, parfois le président de la République fait, j'ai assisté au dernier, fait un dîner, le 30 septembre dernier, il a réuni tous les grands élus ultramarins, mais je pense qu'il manque peut-être aussi d'instances de concertation un peu plus formalisées entre l'ensemble de ces Outre-mer, qui ont quand même malgré tout, en dépit de leur spécificité, quand même des points communs. Là aussi, en termes de réflexion, ça pourrait être intéressant. Puis la réflexion que je me fais, je vous la glisse au passage aussi, parce que malgré tout, ça a son importance, c'est le positionnement du ministre des Outre-mer dans la hiérarchie gouvernementale. Ça, c'est extrêmement important. Je vais dire le positionnement également au sein de l'armature du conseiller Outre-mer. Moi, par exemple, je suis rattaché au pôle régalien, mais je n'ai pas accès direct au président de la République. Je suis dans un ensemble hiérarchique qui fait que je ne peux pas m'adresser au président. Je fais des notes qui passent sous couvert de mes supérieurs hiérarchiques. Il fut un temps, un peu ancien désormais, où ces affaires-là étaient traitées directement dans un contact direct. Alors, je ne vais pas me faire le chantre de Jacques Faucard dans cette instance, hein, mais ça a continué sous des formes différentes d'ailleurs, sous François Mitterrand et avec Jacques Chirac, et ça s'est un peu perdu, je trouve,
au fil du temps ce fait que, pour moi, les Outre-mer, c'est le précaré du président de la République. C'est vraiment une question régalienne éminente, au même titre que la diplomatie, que les armées. C'est un précaré du président de la République, et ça c'est, je trouve, un peu dilué. Voilà, pardon. Monsieur Deschamps, au fond. Monsieur le Préfet, vous avez évoqué la Corse comme une boutade, mais en fait, vu l'évolution de la Constitution, pourquoi on ne pourrait pas parler du peuple corse comme on parle comme du peuple guyanais? Et deuxième réflexion qui vient en tête, pourquoi est-ce qu'on peut considérer les populations qui viennent d'outre-mer, des territoires d'outre-mer et qui sont en France, comme une composante de la diaspora? Mais justement, dans la loi sur la Corse, on parle de peuple corse. Ouais, on l'a enlevé. Non, Mais on en a parlé. On parle de communauté désormais. Non, c'est pas constitutionnel. Mais on l'a enlevé, en effet. Après, les élus corses parlent de peuple corse, hein, mais pas la représentation nationale. Là-dessus, donc, de la même manière, on va plutôt parler de population ou de communauté. Alors, c'est pas après c'est pas une opinion partagée quand vous discutez, en effet, avec les élus de ces territoires qui ont, y compris en Nouvelle-Calédonie, je crois qu'on parle quand même, il faudrait que je révise mon accord de Nouméa, mais de peuple calédonien et de peuple kanak. C'est peut-être la seule exception dans l'article, le titre 13 de la Constitution. Il faudrait que je révise mes fiches, mais je pense que c'est la seule exception en termes de peuple cité, autre que le peuple français, cité dans la Constitution. Mais on parle plutôt de communauté, de population. C'est une légère évolution sémantique au sein de la Constitution. Voilà, et puis j'ai déjà répondu sur la notion de peuple corse qui a été retirée du projet de loi sur la Corse. Ça a des effets de bord très forts quand même à la discussion sur le projet de loi corse en ce moment, parce que c'est ce qui me frappe chez les commentateurs qui disent mais c'est la première fois qu'on va octroyer l'autonomie à un territoire. Ben non. Non, c'est pas la première fois. Ce qui prouve d'ailleurs que chez nos amis journalistes et commentateurs, les Outre-mer, là aussi, sont mal connus parce que, en fait, des régimes d'autonomie, il y en a déjà dans la Constitution et la République ne s'est pas effondrée. Et moi, ma conviction profonde, pour avoir servi en Corse, certes, il y a longtemps, c'est qu'on n'administre pas une île comme on administre un territoire continental. C'est juste pas possible. Voilà. Après, il faut contrôler tout ça, comme toujours, il faut des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Mais c'est ce qui a sans doute généré une partie du malentendu corse. Et j'espère, moi, personnellement, que le projet de loi portant autonomie de la Corse puisse aboutir. Monsieur, vous parlez sans micro, donc nos interlocuteurs en ligne ne vous entendent pas. Oui, en Sicile et en Sardaigne, il y a aussi une autonomie, mais évidemment, ni en Sicile ni en Sardaigne, il y a des Sardes ou des Siciliens qui disent ah ben nous on veut l'autonomie, puis après, puis bye bye l'Italie. Donc là, il y a quand même une différence essentielle auquel je ne sais pas si on y réfléchit toujours. Et en effet, les autonomistes corses seraient très heureux de devenir un dom ou un tom. Ça leur irait tout à fait. Mais je ne sais pas s'ils auraient la majorité du peuple corse. Pardon. De la Corse. Non, c'est un risque qu'il faut arriver à maîtriser. C'est qu'en octroyant des régimes d'autonomie, est-ce que derrière, ça pourrait évoluer inéluctablement vers l'indépendance? C'est pas sûr. Moi qui suis un beau connaisseur de la Polynésie française, là aussi pour y avoir servi, vous avez un parti indépendantiste, mais la population polynésienne n'est pas indépendantiste en fait. Et vous voyez même en Nouvelle-Calédonie, c'est du 50-50. C'est sur la pièce peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et il y avait une question sur la diaspora qui était très intéressante, oui, tout à fait, sur le 6e dôme. C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. On parle de diaspora corse d'ailleurs aussi au passage.
C'est une communauté alors qui est surtout très antillaise. On évalue le nombre d'ultramarins vivant en France hexagonale, c'est pas facile, mais peut-être 700, 800 000 personnes, avec un réseau associatif extrêmement puissant. Si je devais répondre, je parlerais en effet d'une diaspora, parce que parfois, quand ils reviennent au pays natal, comme dirait l'autre, il y a parfois des incompréhensions. En fait, ils ne sont pas forcément complètement acceptés par... je fais des raccourcis, et Fred m'excusera là-dessus, il pourrait témoigner, mais il y a parfois aussi des incompréhensions qui peuvent se nouer entre ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, ceux qui sont nés ici en France hexagonale et qui reviennent dans leur pays natal pendant les vacances. Moi, ce qui me frappe tout de même, c'est l'hémorragie démographique de la Martinique et de la Guadeloupe, où il y a vraiment un souci existentiel, presque. Sachez que chaque année, il y a entre 2500 et 3000 personnes qui quittent la Martinique, et c'est la partie la plus dynamique et la plus diplômée de la Martinique, et qui ne revient pas, qui ne revient pas en Martinique. Là aussi, on pourrait parler longtemps moi, c'est un territoire qui me préoccupe fortement, la Martinique, dans ses évolutions actuelles. Donc je dirais que je pense qu'on peut effectivement parler de diaspora. Ouais. Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez, mais vous voyez hocher de la tête. Constant. Oui, juste un mot pour revenir sur ce que vous avez justement souligné, l'importance du rang protocolaire du ministre des Outre-mer dans le gouvernement. Et je voudrais ajouter à ça que non seulement le rang protocolaire est important, mais aussi le capital politique du ministre concerné. Les deux vont en principe de pair, mais pas toujours. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a une autre question que vous connaissez bien, c'est malheureusement la taille de ce qui est devenu le ministère des Outre-mer aujourd'hui. Oui. Quand on regarde ça de manière historique, en 30 ans, c'est un ministère qui a perdu. Chaque fois qu'il y avait vous savez, les différentes RGPP, c'est le ministère par définition qui a été taxé, au point qu'il y a moins de 200 ETP aujourd'hui. Or, c'est le ministère qui est chargé de coordonner l'action publique gouvernementale dans chacun des territoires concernés. Ouais. Là, il y a un vrai problème qui m'avait amené d'ailleurs dans plusieurs de mes écrits à suggérer ce que j'appelle la banalisation de l'administration des Outre-mer au niveau central, en rattachant le ministre en charge au Premier ministre et en créant dans chacun des ministères une cellule Outre-mer. En fait, il y a eu plusieurs circulaires faisant la promotion d'une culture Outre-mer, d'un réflexe Outre-mer précisément, c'était le terme qui avait été employé. Mais force est de constater, pour plein de raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer maintenant, que la méconnaissance des territoires, vous l'avez évoqué également, dans les administrations centrales, y compris parmi les plus puissantes, je pense à Bercy, elle est très forte. Dans le personnel politique national, il est frappant de voir le peu de ministres en capacité d'identifier les différents territoires et de les placer dans le bon bassin océanique. Je ne vous dis pas ce que c'est dans les médias ou dans le grand public. Moi-même, qui ai l'air de faire le malin, c'est parce que le hasard a fait que j'ai travaillé depuis des années ces réalités-là. Mais sinon, la formation que j'ai reçue, qui est la même de mes camarades, ne me préparait pas en rien à la connaissance que j'ai pu accumuler aujourd'hui et que je diffuse largement dans mes différents ouvrages. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment aussi de réfléchir à la manière, d'autant plus qu'il s'agit non plus de faire pour, mais de faire avec, d'animer, d'accompagner, d'avoir une autre organisation centrale de la gestion de ces territoires. Madame Desouches, au premier rang. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, tout à fait pour ce panorama tout à fait intéressant. Et nous sommes contents de pouvoir embrayer sur des choses qui sont en train de se faire
et non pas, j'allais dire, de réfléchir tout seul dans notre coin. C'est extrêmement important. Et je vous remercie de cette démarche. Deux choses. C'est vrai qu'il y a une méconnaissance des Outre-mer. Comme je dis nous-mêmes, à l'Académie, on a décidé de faire ce cycle. Ça paraissait un peu bizarre, alors que ça paraissait normal et bizarre de dire que ce n'était pas normal, mais on s'est lancé. Je pense que c'est vraiment une question fondamentale. Les Français ne connaissent pas bien leurs Outre-mer. L'organisation, bien sûr, administrative, politique et autres. Je pense qu'il y a véritablement un travail de sensibilisation, de connaissance, je ne sais pas, au niveau de l'école, etc. Véritablement, il y a un problème. Mais en tout cas, et des activités à mener. Deuxièmement, vous parliez de la puissance régalienne et du fait que c'était une affaire du président de la République, et quelqu'un tout à l'heure a parlé du Commonwealth. C'est vrai, pour la francophonie, on a le même problème. C'est-à-dire que le Commonwealth n'a absolument pas plus j'allais dire, de potentiel que la francophonie en tant qu'organisation internationale, ou en tous les cas galaxie institutionnelle, et pourtant, j'allais dire, ça se passe autrement, parce qu'il y a quand même une figure symbolique de la royauté qui quelque part est dans le Commonwealth, qui fait un ciment qui n'existe pas, et donc on cherche désespérément, non pas ce chef, mais celui qui nous conduirait, ou celle qui peut nous conduire en francophonie, avec toutes les retombées que nous connaissons. Donc, dans ces différents points, je voulais vous remercier. Et j'ai une question en revanche, et pour la francophonie. Nos amis canadiens, belges, suisses, non pas suisses, qui tous ont des politiques ou des structures administratives décentralisées ou provincialisées, avec des compétences importantes pour les régions, les provinces, etc., ont fait en sorte qu'elles soient toutes membres aussi de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai vu avec plaisir que la Nouvelle-Calédonie était membre associé. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur une stratégie qui serait celle de faire rentrer, quand c'est possible, des territoires ultramarins dans des organisations directement internationales? Merci. Général Lang. Oui, monsieur le conseiller, il y a quelques années, on a dissous les bureaux d'études du ministère de l'Outre-mer. Pourtant, il y avait là un système de renseignement propre qui était certainement très utile. C'était armé par des militaires qui étaient en prise directe avec la direction du renseignement militaire et beaucoup d'organismes de renseignement. Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose d'être un peu mieux renseigné sur les Outre-mer? Voilà. Sur les trois sujets qui ont été abordés, bien sûr, Fred, vous prêchez un converti sur la structuration de l'administration centrale du ministère des Outre-mer pour avoir dirigé la DGOM. C'est une administration qui est remarquable, qui est très efficace, mais qui manque de moyens. Elle a été, et vous l'avez dit, elle a été ratiboisée en 2007 au moment de la RGPP. Les effectifs ont été divisés par 2. Et la DGOM s'en est jamais vraiment remis, en fait. À l'époque, pour les plus anciens, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait une DAS, une DAPAF, une direction des affaires économiques et une direction des affaires politiques. Aujourd'hui, en fait, maintenant, le directeur général, en dessous de lui, il n'a pas de directeur, il a des sous-directeurs, donc il faudrait restaffer ça un peu. Et ça ne nécessite pas forcément des centaines de TP, on n'en est pas là. Hein. Mais là aussi, c'est un sujet à porter, la période est propice. Souvent, la difficulté, c'est que il faut rentrer dans la mécanique, au-delà des paroles sur l'ambition ultramarine, il faut ensuite rentrer dans cette mécanique qui fait que, de la haute fonction publique, qui fait qu'à un moment donné, les rouages embrayent. On parle souvent de l'état profond, mais ce lien entre le politique et la haute fonction publique, il est essentiel si à un moment donné, on veut réellement faire des choses. Et là, à mon avis, il y a sujet à réflexion. Sur la participation des territoires ultramarins à des organisations internationales, ça c'est une politique qu'on pousse fortement dans le cadre de l'ouverture géographique. Alors il y a déjà, par exemple, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie sont membres du Forum des îles du Pacifique. Plus récemment, et ça a 2 ans de travail, la Martinique a rejoint la CARICOM, qui est l'instance de coopération régionale en Caraïbes, et derrière Saint-Martin, la Guadeloupe, et je pense aussi, y compris la Guyane, va suivre. Dans l'océan Indien, c'est plus compliqué parce que la question de Mayotte divise au sein de la commission de l'océan Indien.
les Comores ne reconnaissant toujours pas la souveraineté française sur Mayotte. Bon, là aussi, c'est une posture et un enjeu, je dirais, mémoriel dont s'emparent les dirigeants comoriens. C'est dommage parce que si on arrivait à dépasser un peu cette querelle, on pourrait faire énormément de choses dans l'archipel des Comores plutôt que de se regarder en chien de faïence. Et sur le bureau des études, là aussi, il faudrait écrire la petite histoire de la disparition de ces bureaux par M. Estrosi, si ma mémoire est bonne. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Après, je vais plutôt aller sur les services de renseignement. Comme directeur général des Outre-mer, moi j'ai beaucoup insisté justement sur le lien entre la DGOM et les grandes maisons du renseignement, DGSI, DGSE, et le lien avec le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, actuellement le préfet Mayos. Et désormais, le DGOM appartient à une structure qui s'appelle la FSOM, qui est la feuille stratégique Outre-mer, qui réunit à peu près tous les mois et demi tous les grands services de renseignement français autour du coordinateur national du renseignement. Avec, je peux pas aller trop loin parce que c'est évidemment estampillé secret, mais avec vraiment les services de renseignement militaires, douaniers, ministère de l'Intérieur, et où le conseiller Outre-mer du président de la République alimente cette instance pour produire de la réflexion et des notes. Donc ça, en tout cas au niveau central, après c'est autre chose au niveau local, parce qu'au niveau local, les liens entre les préfets et les représentants de la DGSI ou de la DGSE ne sont pas toujours faciles, parce que j'allais dire que ces services ont parfois du mal à partager leurs secrets avec les préfets, et ça peut parfois créer quelques tensions. Mais au niveau central, croyez bien que c'est, je trouve, plutôt bien organisé. Il y a une réappropriation depuis 2024, depuis notamment, on s'en est vraiment rendu compte en 2024, les ingérences menées par l'Azerbaïdjan, mais aussi la Russie, la Chine. Il y a eu une prise de conscience vraiment par le chef de l'État, hein, de ces tentatives de déstabilisation de nos outre-mer par les puissances étrangères, et l'appareil d'État s'est mis en branle au niveau central. La réflexion, en revanche, je vous rejoins, elle pourrait être sur l'organisation de ce renseignement au niveau local. Là, il y a peut-être sans doute des progrès à faire pour partager un peu mieux l'information. Merci, Monsieur le Préfet. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, Monsieur le Préfet, vous avez la parole. Monsieur le conseiller, Monsieur le Préfet, vous me permettrez de revenir un peu sur les aspects économiques. Il s'avère que, bien sûr, les DROM, les COM ont des faiblesses, mais ils ont aussi quand même quelques atouts. Et je pensais à l'abondance, pour certains d'entre eux, des ressources naturelles, et puis à la connectivité maritime, qui en effet constitue un atout non négligeable et qui pourrait être valorisé. Et puis enfin, il y a le fait de bénéficier de la crédibilité de l'euro, d'avoir un système financier, bancaire moderne. Et tout cela pourrait peut-être servir de point d'appui pour des améliorations. Alors, j'en évoque quelques-unes qui pourraient être des pistes pour un avenir proche, en particulier la question de l'amélioration de la concurrence, et plus particulièrement la question de la logistique, qui semble être un goulot d'étranglement pour arriver à une meilleure maîtrise des prix, puisqu'il semblerait que la captation de la valeur ajoutée s'effectue surtout dans cette zone de la logistique. Il y a évidemment la nécessité de réduire les rigidités structurelles et d'accompagner les entreprises, notamment par le biais de la simplification des différentes procédures. Alors, à plus long terme, il y a évidemment la question des investissements et de l'attractivité des investissements. Peut-on, par exemple, avoir une politique plus active en ce qui concerne la modernisation des ports et la valorisation de la transition énergétique ou de la souveraineté alimentaire? Et puis une question qui a été débattue ce matin au sein de notre groupe, c'est la question des flux commerciaux et de la perspective de pouvoir renforcer
l'intégration des différents territoires aux zones économiques existant actuellement, sans se limiter à des statuts d'association, mais à une entrée en tant que partenaire à part entière au sein de ces regroupements régionaux. Voilà quelques questions. Là, vous avez ouvert plein de portes. Hein. Là aussi, sans être trop long et pour pas abuser de votre patience, sur les ressources naturelles, on a des territoires qui sont extrêmement riches en termes de ressources naturelles. Alors, au risque de paraître un peu vieux jeu, un combat que moi j'ai perdu tout à fait récemment, c'était un sujet d'actualité, c'est de permettre à nouveau l'exploration et l'exploitation du pétrole dans les Outre-mer. C'est une proposition de loi qui était portée par le sénateur Patient. Parce que quand on est en Amérique du Sud, il y a du pétrole au Guyana, au Suriname et au Brésil, mais miraculeusement, il n'y en aurait pas au large de la Guyane. En tout cas, c'est ce que nous dit M. Pouyanné, le PDG de Total Energy. Mais en Guyane, on pourrait parler également des ressources liées à la forêt. On parlait des îles éparses du pétrole, il n'y en a pas qu'au large de la Guyane, il y en a également au large du Mozambique. Et le Mozambique est en train de passer des partenariats avec Total. Là aussi, c'est étrange cette capacité de Total de coopérer avec tous les pays qui sont juste à côté de nos zones françaises, mais de ne pas venir dans nos territoires et dans nos eaux. Et je pense que dans les zones économiques exclusives des îles éparses du canal du Mozambique, il y a également du pétrole. Mais c'est hétérodoxe que de penser que la France pourrait être demain une puissance pétrolière. Sur la connectivité, c'est essentiel. Il existe aussi des instances qui sont pilotées par le SGDSN sur les câbles sous-marins. Et nos outre-mer sont vraiment idéalement situés sur les grandes routes maritimes. Un autre sujet dont je vais essayer de m'emparer, c'est le spatial. Alors bien sûr, on connaît la Guyane, mais en fait, on a des intérêts américains. Starlink, par exemple, s'est intéressé à nos terres australes, Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam, pour la surveillance en fait des satellites, de leurs satellites qui sont en orbite géostationnaire, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc là aussi, à mon avis, dans cette nouvelle dimension qu'est l'espace, nos outre-mer ont sans doute une carte à jouer. Ça pourrait être aussi un instrument, une réflexion que je suggère à la Somme. Sur les sujets de vie chère, alors là, on pourrait parler presque des heures. Vous avez raison de souligner que je ne parlerai pas de captation de la valeur ajoutée. En fait, toute la chaîne logistique, 80% des produits étant importés quand on vit outre-mer, il y a une succession de marges qui sont prises depuis l'usine qui produit tel produit en France hexagonale jusqu'à son arrivée, débarquement et stockage à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France ou à des Graves-des-Cannes. Et toutes ces marges ajoutées les unes aux autres, à la fin, ça fait une grosse marge quand même. Mais ça ne dépend pas d'un seul acteur. Parce que souvent on pointe du doigt CMA-CGM ou un autre acteur comme Bernard Ayotte, le GBH. Non, c'est plus subtil que ça en fait. Et quand on lit bien le dernier rapport de l'autorité de la concurrence, qui est un rapport vraiment très très bien fait, il montre bien que c'est pas aussi facile que parfois les raccourcis caricaturaux qu'on veut bien entendre. Il y a de gros investissements dans nos ports. Hein. Rodolphe Saadé, c'est assez remarquable je trouve, la famille Saadé, dont les intérêts économiques sont bien au-delà des outre-mer français, a gardé un attachement affectif, parce que c'est l'origine de la fortune de la famille, aux outre-mer français. Et ils injectent énormément d'argent pour créer des hubs portuaires en Martinique et en Guadeloupe, à la faveur d'un partenariat public-privé qui est assez, je suppose qu'on peut le qualifier d'original, mais on rajoute des fonds européens aux fonds privés, plus des fonds d'État. Et on va avoir une vraie transformation des deux ports de Martinique et de Guadeloupe. Je mettrai les aéroports également où la France injecte, et les autorités portuaires également, beaucoup d'argent dans la mise à niveau de nos aéroports sur l'ensemble des Outre-mer. Sur la souveraineté alimentaire, c'est atteignable. Par exemple, la Réunion a un taux de souveraineté alimentaire qui se situe entre 40 et 50%, ce qui est honorable, alors qu'on est plutôt, quand on est dans les Antilles ou en Guyane, autour de 10 à 15%. Simplement, désormais, la souveraineté alimentaire, elle passe par la grande distribution, les supermarchés, les hypermarchés, et eux, ils attendent des processus standardisés, des produits de qualité, qu'on livre à telle heure, tel jour, etc. Donc il faut être super pro pour être capable de faire du fruit et légumes, des œufs, de la viande,
C'est pas infaisable dans les Outre-mer. La Réunion a une agriculture puissante et elle s'est alors en même temps, elle a un marché de 900 000 consommateurs. Mais c'est pas infaisable. Simplement, il faut avoir cette discipline. Et puis là aussi, pour faire un peu réagir, il faut aussi arriver à petit à petit à diversifier son agriculture et de ne pas être uniquement dans les agricultures traditionnelles qui sont indispensables. Je songe bien sûr à la banane et à la canne à sucre. Merci, Monsieur le Préfet. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Madame de Souche. Merci beaucoup. Pas de questions, Monsieur le Président, mais je crois que nous faisons l'écho de Madame Paul Langevin, Georges Paul Langevin, ce matin, qui a participé. Votre micro. Qui a participé. Je disais que je me permettais de me faire l'écho collectif de notre consoeur Paul Langevin, Georges Paul Langevin, qui ce matin, qui a donc coordonné une de ces séances, et qui a émis, sinon une idée très précise, mais qui a en tout cas émis l'idée que l'Académie des sciences d'outre-mer puisse participer à ces lieux de mémoire que vous évoquez, d'une manière ou d'une autre, puisque vous nous avez informé que Monsieur le Président de la République entendait ouvrir justement cet espace de mémoire au Trocadéro dans quelques mois. Alors, c'est pas du tout la même chose, mais en tout cas, je ne sais pas sous quelle forme, mais pour vous dire, je pense qu'il y a là aussi des possibilités de partenariat, de dialogue, en tout cas d'espace, dans lequel justement ces questions importantes pourront être évoquées. Je tenais à le faire puisqu'elle nous a parlé très, très réellement, avec beaucoup de conviction ce matin. Merci beaucoup. Monsieur le Préfet. Non, je peux qu'approuver. Alors après, il faut voir les formes que ça peut prendre. Sur le mémorial, il y a un comité de pilotage, un comité de suivi qui réunit les partenaires. Il faut y réfléchir. Mais Madame Paul Langevin a raison, oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, je pense que c'est l'heure de conclure cette magnifique journée de synthèse. Je voudrais, monsieur le conseiller, battre le fer quand il est chaud, et vous nous avez proposé de nouer une convention entre la rue Oudinot et l'Académie des sciences d'outre-mer. Je crois que cette proposition requiert l'adhésion absolument de tout le monde, en tout cas celle du Perpétuel, la mienne, et puis celle de nos confrères qui sont là. Et je souhaiterais vraiment que des contacts soient pris très rapidement et très concrètement pour que cette convention soit signée, je l'espère, avant la fin de l'année, enfin sous mon mandat, voilà. Je ferai le nécessaire. Merci infiniment. Et je vous remercie, je remercie les personnes qui ont bien voulu braver la chaleur et venir se joindre à nous aujourd'hui. Merci. Merci.